Raymond Dansima. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame et Monsieur le Président du Sénat et de l'Assemblée nationale de la transition, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Madame et Messieurs les Présidents des hautes cours, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, distingués invités en vos rangs, grades, qualités et fonctions, estimés confrères, le Baron national du Gabon est particulièrement heureux et honoré de vous accueillir ce jour dans cette salle des pas perdus du palais de justice de Libreville pour la cérémonie de sa 25e rentrée solennelle, couplée à la célébration de son cinquantenaire. Avant de décliner le programme de cette cérémonie, je vous invite respectueusement à vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, notre cérémonie de ce jour se déroulera de la manière suivante. Nous débuterons par la conférence de stage, puis suivra un moment spécial que nous avons appelé l'instant du barreau. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon prononcera ensuite son allocution de circonstance, puis Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, prononcera la sienne. Enfin, notre cérémonie se clôturera par l'inauguration de la bibliothèque Marlise Issembe à la maison de l'avocat. Sans plus tarder, nous allons passer à la première étape, la conférence du stage.
Sans plus attendre, nous commençons par la conférence du stage. La conférence du stage est un concours d'éloquence de jeunes avocats. Les candidats sont amenés à discourir sur un ou plusieurs sujets déterminés et doivent démontrer par leur qualité de conviction et d'adaptation qu'ils seront à même de prendre en main un dossier et d'assurer la défense de clients dans des affaires criminelles complexes. Le format retenu cette année est celui de 2 procès fictifs. Ces procès porteront respectivement sur 2 thèmes, donc, harcèlement sexuel contre escroquerie à sentiment pour le premier thème, viol sur mineur de moins de 15 ans pour le deuxième. Une narratrice présentera chaque thème et les données de chaque cas. Je laisse donc la parole à la narratrice. Mesdames et messieurs, ce procès est celui de l'offre et de la demande d'assentiment. Abus d'autorité pour certains, atteinte à la sensibilité masculine pour d'autres, votre avis nous intéresse. Monsieur Koum Gustave, directeur administratif et financier dans une grande société de la place, a été amené en justice par mademoiselle Ambouroy-Guiana, stagiaire au sein de la dite société. Cette dernière accuse de harcèlement sexuel. La jeune femme l'accuse d'une trop grande insistance et d'avoir même eu des propos et des gestes déplacés. Monsieur Kouma Gustave, niant totalement les faits, l'accuse quant à lui d'être une intrigante. Il l'accuse d'avoir fomenté un plan savamment codé et en laissé penser selon son jargon que les carottes étaient cuites. Il l'accuse d'escroquerie et de l'avoir conduit à dépenser plus de 500 000 francs CFA en restaurant et cadeaux de toutes sortes. Il souhaite en retour porter plainte contre sa stagiaire, estimant avoir été victime de sa malice. Le juge a donc décidé de faire une jonction de procédure à l'effet de juger chacun des protagonistes pour les faits réciproquement reprochés. L'un pour harcèlement sexuel et l'autre pour escroquerie à sentiment. Qui est la véritable victime? À vous de juger. La parole est à présent donnée Maître Obama Karel pour la défense de mademoiselle Ambouroy-Guiana. Je suis à vendre. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit que j'étais à vendre. Y a-t-il personne dans cette salle qui voudrait m'acheter? Comme mon confrère burkinabé, j'accepte les espèces. Vous êtes sûr personne ne veut m'acheter? Soit. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, Mesdames, Messieurs, personne ne se prononce, laissez-moi donc vous parler de mademoiselle Guiana Ambouroy, ma cliente, victime de harcèlement sexuel et accusée à son tour d'escroquerie à sentiment. Qui est donc Guiana Ambouroy? Rihanna est une jeune Gabonaise de 22 ans, originaire de la région de Lambaréné. Elle a travaillé sans relâche pour se faire une place au soleil. Sa détermination et son courage lui ont valu d'être retenue par l'entreprise ATC sur une centaine de candidatures. Seulement voilà, Rihanna apprendra très vite que le monde du travail est impitoyable, où l'homme est un loup pour l'homme. En effet, si les premiers jours ont été enthousiasmants, les jours suivants furent un véritable calvaire pour la jeune femme, et pour cause.
M. Koumba Gustave, son supérieur hiérarchique, venait de jeter son dévolu sur elle. Tout a commencé par un regard. Puis, ce regard est devenu insistant. Puis un sourire, puis un clin d'œil. Les messages succèdent aux appels. Le vous a fait place au tu. Les invitations privées succèdent au premier pincement de son fessier. Rapidement, l'enthousiasme des premiers jours a fait place à l'angoisse. Brianna ne veut plus travailler au sein de cette entreprise, mais elle doit rester. Elle doit rester car ces émoluments de stage lui permettent de venir en aide à sa famille. De l'autre côté, elle sait qu'une réaction vive de sa part lui faudra en point douter une sanction. Brianna est harcelée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, comme le dirait Alphonse de Lamartine, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour et la peine à la peine. Souvenez-vous, Brianna a 22 ans, elle vit donc en parfaite adéquation avec son temps. C'est donc, elle ne sert de pas juriste, mais elle s'intéresse à l'actualité. C'est donc sous le hashtag Balance ton corps, devenu viral sur les réseaux sociaux pour 2017, qu'elle découvre que son cas n'est pas isolé. S'armant donc le courage, elle décide de s'adresser à la justice. En effet, les dispositions de l'article 257 bis, alinéa 3 du Code pénal le lui permettent. Cet article dispose que constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d'imposer de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité d'une personne en raison de leur caractère dégradant, humiliant ou intimidant, ou soit créé à son encontre une situation hostile ou offensante. Il ressort également de cet article que la répétition des actes n'est plus une exigence. Un acte isolé suffit dès lors qu'il y a usage d'une pression en vue d'obtenir des faveurs sexuelles au profit de l'auteur ou d'une personne. Quiconque s'en rendant coupable est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 2 millions de francs CFA. 6 mois seulement, Monsieur le Président. 6 mois contre 5 ans pour coups et blessures volontaires. 6 mois pour une altération de la santé mentale d'une personne. Victor Hugo avait raison de s'écrier dans le dernier jour des condamnés. Qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Quoi qu'il en soit, votre juridiction n'aura aucune peine à constater que l'infraction est constituée dans l'espèce. L'élément, en effet, l'élément légal découle des dispositions rappelées comme ci-dessus, confortées par l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, qui dispose que tout individu a droit au respect, à la dignité inhérente à la personne humaine et à la considération de sa personnalité juridique. Il en découle donc inéluctablement que le fait de porter main sur une personne, de poser ses doigts sur son fessier sans son autorisation, constitue une violation de ses droits fondamentaux. Alors, l'élément légal, faut-il revenir sur l'élément intentionnel dans cette espèce? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, Monsieur Koumba Gustave vous dit lui-même qu'il attendait une contrepartie en retour de ses cadeaux. Dès lors, vous constaterez, vous conviendrez avec moi que l'infraction est constituée et caractérisée. Alors j'entends les fervents défenseurs de M. Koumba Gustave
m'objecter qu'il est la victime dans cette histoire, que mademoiselle Brianna a profité de lui en recevant ses cadeaux. Mais avait-elle le choix? Monsieur Kumba exerçait sur elle l'autorité omnipotente d'un supérieur hiérarchique, de telle sorte qu'elle a dû se murer dans le silence par peur de représailles. À ce propos, Malala Yousafzai avait bien raison de rappeler qu'il n'y a pas pire forme de harcèlement que celle qui vous maintient dans le silence. Monsieur Kumba, à la ruse d'un vieux renard, du haut de ses 56 ans, il a entendu parler de la dernière fausse innovation juridique du pays. Conscient de ce que sur lui se resserre l'étau, ce dernier crie à l'escroquerie sentimentale. Dernier soubresaut d'une défense revancharde. Un enchaînement d'arguments fugaces qui ne saurait emporter votre conviction. En réalité, mesdames et messieurs du tribunal, cette notion d'escroquerie sentimentale qu'on vous brandit est la véritable escroquerie dans cette affaire. Car nulle part dans le code pénal gabonais, vous ne trouverez cette notion. Dès lors, que reste-t-il? Il convient de rappeler à M. Kumba Gustave le sacro-saint principe selon lequel il n'y a pas d'infraction ni de peine sans loi. Que reste-t-il au final? Rien. Du pur folklore, un enchaînement non justifié de haine. En définitive, vous déclarez M. Kumba Gustave coupable des faits qui lui sont reprochés. Vous recevrez la constitution de partie civile de ma cliente. En conséquence, vous condamnerez M. Kumba Gustave à lui payer la somme d'un franc symbolique à titre de dommages et intérêts, car il n'est pas question ici pour elle de s'enrichir. En outre, puisqu'elle est poursuivie pour escroquerie sentimentale, puisqu'il n'y a pas de texte, mesdames et messieurs du tribunal, sur lequel se fonde M. Gustave Kumba, vous condamnerez, vous relaxerez purement et simplement ma cliente, vous condamnerez en conséquence, cette fois-ci, M. Kumba à lui payer la somme de 10 millions de francs CFA pour procédure abusive et vexatoire, sur le fondement des dispositions de l'article 6 du Code de procédure civile. J'ai conscience qu'on viendra vous décrire un tableau peu élogieux de ma cliente. Mais souvenez-vous, dans le secret de vos délibérations, souvenez-vous que M. Gustave Kumba, directeur administratif et financier, avait le devoir et l'obligation morale de former ma cliente. Au regard de leurs 33 ans de séparation, les 33 ans d'âge qui les séparent, M. Kumba aurait gagné en honneur en la prenant comme sa fille. À la place, il a choisi de suivre son instinct bestial. Il n'y a donc aucun pardon en l'espèce. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, lorsque vous aurez statué comme je l'ai indiqué, vous aurez rendu justice au nom du peuple gabonais. J'en ai terminé et je vous remercie. Maître Vénélie Saucel pour la défense de M. Kumba Gustave. À vous la parole. Si tu ne veux pas donner le way, ne mange pas son argent. Si tu ne veux pas donner le way, ne mange pas son argent. Monsieur le Président du tribunal, j'assiste ce matin à la défense des intérêts de Monsieur Kumba Gustave, qui a été cité à comparaître par devant votre juridiction ce matin pour reprendre du délit de harcèlement sexuel en milieu professionnel. Cette procédure, Monsieur le Président, fait suite à une plainte qui a été déposée par sa stagiaire, Mademoiselle Amboué Brianna. Parallèlement à cette procédure, Monsieur le Président,
Mon client, M. Koumba Gustave, qui n'entend pas se laisser malmener de cette façon, a lui aussi porté plainte contre cette dernière pour escroquerie à sentiment. Et votre tribunal a voulu ordonner une jonction de procédure. Monsieur le président du tribunal, j'ai conscience de la difficulté de ma tâche. Je me suis constitué dans cette affaire il y a très peu de temps, à la suite du désistement de l'avocat pressenti qui a voulu garder ses oreilles chastes. Il s'agit d'un dossier conséquent et je n'ai pas voulu demander de renvoi. J'ai accepté cette tâche car un tribunal doit toujours pouvoir examiner des points de vue contradictoires. Comme je voulais le rappeler dans mon propos introductif, Monsieur le Président, mon client, Monsieur Koumba Gustave, est devant vous ce matin pour répondre du délit de harcèlement en milieu professionnel. Or, à la réalité des faits, il n'en est rien. Monsieur le Président du tribunal, l'article 6 du Code du travail définit le harcèlement sexuel comme tout fait constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à la dignité d'une personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation d'intimidation, d'hostile ou offensante. Mais rien dans ce dossier ne permet à votre juridiction de condamner M. Koumba Gustave. Aucun élément dans ce dossier ne permet d'établir avec certitude sa culpabilité. En réalité, Monsieur le Président, l'action de Mme Brianna ici présente est malicieuse. L'objectif inavoué étant de dissimuler son côté de fille joueuse, de brouteuse, dont le métier consiste à faire des sentiments amoureux pour une personne afin d'en tirer des avantages financiers. Quel est le cas en l'espèce? Monsieur le Président, Platon disait « l'amour est aveugle ». Oui, mais tomber dans le piège d'une règle de l'escroquerie à sentiment peut vous laisser le cœur brisé, peut vider votre compte en banque, car lorsque les sentiments s'en mêlent, difficile de démêler le vrai du faux. Et c'est ce qui est arrivé à mon client Koumba Gustave, qui a été entraîné, était une brebis sans défense dans une fausse relation amoureuse par mademoiselle Amboué Brianna. En effet, depuis son recrutement dans la société, mademoiselle Amboué, animée par la recherche du gain facile, a décidé de faire de mon client sa proie en mettant minutieusement en pratique les conseils de Machiavel. Machiavel disait, pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Et mademoiselle Amboué, en bonne lectrice de Machiavel, avait mis en place un modus operandi imparable pour ne pas se faire démasquer par sa proie. Elle va prétendre être intéressée par une relation sentimentale avec mon client, en faisant naître dans son cœur l'espoir d'une relation amoureuse, sachant que celle-ci ne sera jamais consommée. Il s'agissait en réalité d'une stratégie pour gagner la confiance de sa victime. De fil en aiguille, cette arnaqueuse à sentiment a commencé à bénéficier des attentions de mon client. Ces attentions se sont matérialisées au fil du temps par la remise des cadeaux, des sommes d'argent, mais sans jamais fournir à mon client la contrepartie tant attendue, à savoir l'amour ou l'affection. Monsieur Koumba Gustave, après tant d'efforts financiers, était devenu comme le prophète Moïse qui, après avoir conduit les Hébreux dans le désert sans nourriture, sans eau, s'est contenté au final à regarder de loin la terre promise sans jamais y rentrer. Quelle tragédie! Monsieur le Président, Monsieur Koumba Gustave ne pouvait nullement se limiter à rincer l'œil. Il avait besoin de la contrepartie tant promise par son bourreau. Mais ne dit-on pas que la promesse est une dette et qu'on lit les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles? Mademoiselle Amboué Brianna se devait de tenir parole en fournissant à mon client la contrepartie tant attendue. Mais que nenni! Monsieur le Président, si l'arbre savait ce que lui réserve l'arrache, il ne lui fournirait pas le manche. Si mon client, Monsieur Koumba, savait que derrière ce visage a priori innocent se cachait une briseuse de cœur, il ne se serait jamais jeté dans les eaux tumultueuses de cette bombière. En aucun cas. Mon client ici paie le prix de son ignorance,
de son amour à sens unique. Les agissements de M. Koumba à l'endroit de Mme Brianna ne peuvent être considérés comme du harcèlement, comme le prétend la partie civile, mais plutôt ceux d'un homme qui avait cru avoir trouvé l'amour, mais qui malheureusement a fini ruiné, désabusé, fatigué, émoussé, essoré par des rendez-vous sans fin de cette coquette de diamants. Le comportement de Mme Ambroué est inacceptable et doit être sanctionné. Et d'ailleurs, l'article 301 du Code pénal gabonais condamne avec fermeté tous ceux ou celles qui s'aventureront à user de manœuvres dolosives pour persuader ou faire naître de l'espérance chez autrui dans le but de se faire remettre des fonds. Mademoiselle Ambroué Brianna doit être déclarée coupable d'escroquerie et être condamnée à 5 ans d'emprisonnement ferme et à 1 million de dommages-intérêts. Ça lui servira de leçon. Parce que lorsqu'on n'aime pas un homme, lorsqu'on ne veut pas d'un homme, on refuse ses dépôts RTL Monnaie. On refuse ses mobiles cash. On ne prend pas ses cadeaux. On ne mange pas ses pizzas gratuitement. On refuse ses présents. Encore une fois, si tu ne veux pas donner ton ouais, ne mange pas son argent. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai ainsi plaidé. À vous la parole. Maître Adamou Garba pour les réquisitions du ministère public. Application de la loi, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président, de quel s'agit-il? Le ministère public ne peut pas se laver les mains comme le fit Ponce Pilate. Il doit se prononcer et dire d'après ici présent. En effet, Monsieur le Président, pour une fois, je suis d'accord avec mon confrère. Le ministère public est le maître des poursuites. Ne peut pas ainsi se défier. Il faut que cette pratique cesse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le premier procès. Nous vous invitons à présent à écouter les différentes plaidoiries qui se tiendront sur le thème du viol sur mineurs de moins de 15 ans. Vous assisterez donc à présent au jugement d'un des faits de société les plus courants, faits de société encore tabou, constitutif d'un crime pouvant valoir jusqu'à 30 ans de prison. Il est 10h30. Vous êtes tous pris à témoin du triste et sombre combat qui aura lieu entre le sacro-saint droit traditionnel et les droits humains consacrés et protégés par notre code pénal. Monsieur Bernard Simangoy est renvoyé devant la cour criminelle pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Viol dont a été victime la demoiselle Bébé Cendrine. Il plaide non coupable, car selon lui, ces poursuites seraient injustifiées. Selon lui, cette relation serait entretenue avec le consentement de Cendrine, mais surtout avec celui de sa belle famille. Il soutient qu'il aurait obtenu la bénédiction de tous, des ancêtres notamment, après une cérémonie de présentation organisée selon les usages traditionnels. Pour M. Simangoy, cette procédure n'est qu'une manœuvre orchestrée par M. Martin, l'oncle de la victime, par ailleurs gendarme. M. Martin aurait dénoncé auprès de son commandant de brigade pour l'éloigner de Cendrine, sa dulcinée. La partie civile pour la victime, le ministère public qui poursuit M. Simangoy et l'avocat de la défense plaideront à tour de rôle devant vous. À vous de juger. Maître Branda Marie-Louise pour la partie civile. Je vous remercie. Une fois encore, tel
recherche privée en pleine sang vers sa félicité, sans que ne soit enrôlée une affaire de viol sur mineur de moins de 15 ans. C'en est assez. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, nous sommes devant vous ce matin pour honorer la parole de M. Wanda Martin, qui n'a pas hésité à s'indigner, puis dénoncer un fait crapuleux perpétré sur sa nièce, Mademoiselle Bélé Sandrine, âgée de 15 ans seulement. Fier de son acte, M. Sylvain Bernard Hart, avec la conférence énergie, qui ne saurait être retenu dans les liens de la prévention, d'abord parce que sa pulsion aurait été consentante, ensuite du consentement de ses parents. Il frappe sa poitrine en prétendant que cet acte a été constitué selon nos us et coutumes. Et ainsi, c'est le témoin d'un amour véritable. Mais voyons, M. Simongoy, de quel amour s'agit-il? Ne devriez-vous pas vous apprécier Mademoiselle Bélé-Sandrine comme votre nièce, votre cadette, voire votre fille? Au sens des dispositions de l'article 256 nouveau du Code pénal, constitue un viol sur mineur tout acte de pénétration sexuelle, quelque nature qu'il soit, sur la personne d'un mineur âgé de moins de 15 ans. L'absence de consentement est toujours présumée. Ainsi, dès lors qu'il y a un rapport sexuel entre un adulte et un mineur, il y a indiscutablement viol. Le consentement de cette dernière ne saurait être un rempart pour constituer les circonstances atténuantes. Mademoiselle Bélé-Sandrine a été abusée, détournée puis violée par celui qu'elle estime être son tout. Le récit à le rôle de M. Simon Bernard ne le disculpera pas. Dans son préambule, la Charte africaine des droits de l'enfant note avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains, due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels et traditionnels, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et des soins spéciaux. La contrainte morale et la pression exercée sont présumées, retenues d'office. Nul besoin dans ce cas de rechercher si le mineur avait donné son accord. D'ailleurs, n'est-il pas connu d'attendre l'accord d'un mineur pour cause? Ne dit-on pas que l'impulsivité et l'idéalisme sont des éléments inextricablement liés au caractère du jeu? Mais que dis-je? Au caractère de l'enfant. Oui, Sandrine est encore une enfant. La volonté de ses cours, la morphologie fut-elle féerique, ne saurait l'identifier autrement. D'ailleurs, cet état de fait nous indique la moralité sous son prétendu place charmant. Madame le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, il ne fait aucun doute que M. Simon Bernard est coupable de viol et il doit répondre de ce crime. Mais encore, dans cette tentative vive de se dédouaner de son forfait, ce dernier affirme avec une joie ineffable avoir reçu la bénédiction de sa future belle-famille, le tout enrobé par une célébration de cérémonie de présentation tenue selon les usages traditionnels. Laquelle tradition permettrait à un adulte de prendre pour épouse un enfant? C'était infanticide. Non, ne vous y métonnez pas. Il n'est nullement question ce jour de faire le procès de nos us et coutumes. Nous sommes vendus, nous avons nos valeurs. Cependant, il est question de dignité humaine, de la faculté de chaque individu à consentir librement à un choix éclairé. D'ailleurs, pour prévenir ces dérives sans doute récurrentes, le Code pénal prévoit en ses articles 264 et 265 combinés que quiconque donne en mariage ou épouse coutumièrement accomplit ou tente d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un mineur âgé de moins de 18 ans
d'un emprisonnement de 5 ans ou plus. Qu'importe la bénédiction de la famille, la dignité du mineur est atteinte. D'ailleurs, cette bénédiction qualifie le complice ses parents. C'est là l'occasion d'attirer l'attention des parents que nous sommes. Chers parents, la priorité, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est écrit dans le livre saint: éduque l'enfant selon la foi qu'il doit choisir, et quand il grandira, il ne s'en écartera pas. Dans son livre intitulé Enfance perdue et rêve brisé, Mouna Kalibi dénonce ce phénomène en précisant qu'elle oblige l'enfant à se détourner de ses rêves pour embrasser la vie d'adulte, vie à laquelle il n'est parfaitement pas préparé. Des jeunes filles telles que Sandrine voient leur physique et leur mental chaque jour violentés et agressés, leur appareil génital écrasé et pilé. C'est une violation du droit de chaque enfant à atteindre son indépendance et à réaliser son plein potentiel. Ces pratiques d'un autre genre doivent impérativement cesser. Madame le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, vous l'aurez compris. Vous recevrez donc la constitution de partie civile de M. Moala Martin, qui a su s'indigner face à une telle barbarie et condamnera M. Simon-Goy Bernard à payer la somme de 100 millions à titre de dommages et intérêts. Cette somme ne suffira pas à réparer le préjudice moral subi par Mademoiselle Mélissandrine et toutes les autres d'ailleurs, mais pourra à tout le moins, en plus de la condamnation à une peine d'emprisonnement, servir de dissuasion à un potentiel aventurier. M. Simon-Goy Bernard est coupable de viol. Condamnez-le. J'en ai bien noté, je vous remercie. Maître Moulengui Marie-Claude pour les réquisitions du ministère public. Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le ministère public ne s'attardera pas sur les faits, étant entendu qu'ils ont été largement débattus au cours de l'instruction. Voici l'homme, Simon Goy, qui se vante d'avoir épousé la jeune bébé Sandrine, qui est tout simplement sa petite fille au regard de son âge. Ce n'est pas un viol, elle était consentante, dit un théologien de l'Église évangélique du Gabon, qui a été jugé le 16 janvier 2019 au palais de justice de Yem pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans. Mais que nous dit l'article 256 de notre code pénal sur cet acte criminel? Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit. Si la victime est une personne mineure de moins de 15 ans, l'absence de consentement est toujours présumée. En l'espèce, toutes les personnes ayant des rapports sexuels avec un mineur de moins de 15 ans, que ce soit en vue ou non de mariage, est passible d'une peine d'emprisonnement. Il a été scientifiquement prouvé qu'à cet âge, un enfant n'a pas encore la maturité pour discerner ce qui est bon de ce qui est mal lorsqu'on est dans le contexte sexuel. Devant votre barre, Monsieur Simon Goy a l'indécence, l'audace, l'imprudence de vous dire que cette relation ne contrevient pas à la loi, en ce sens qu'il y aurait eu l'assentiment, le consentement de la famille de la victime pour entretenir des relations sexuelles avec la jeune bébé Sandrine, et cela selon au sens des usages de la tradition. Mais de quelle tradition parle-t-on, Madame le Président?
Il serait important que ce soit ancré définitivement dans l'intelligence des Gabonais que nous sommes dans un pays de droit, régi par la Constitution et des textes de loi. Et quiconque va à l'encontre sera sanctionné. Je ne sais pas quelle disposition traditionnelle que l'on peut venir vous opposer devant votre juste cour. Madame le Président, l'intention de contrevenir à la loi est avérée, car il ne le nie pas. Il veut se cacher derrière la tradition en disant, même si la loi le dit, mais chez nous, c'est la tradition. Donc vous l'emmènerez à comprendre que ici, chez nous, ici c'est la loi. Et la cour ne fonctionne qu'avec la loi. Donc on n'a pas à débattre plus longtemps parce qu'il confesse également avoir entretenu de façon ponctuelle et continue une relation à caractère sexuel. Mais pour la moralité des débats, il faut que ce genre d'acte s'arrête avec ses usages et ses traditions. Le mineur doit avoir dans son esprit uniquement l'éducation morale, intellectuelle, comme le prévoit l'article 3 du Code de la protection de l'enfant. Ce même code prévoit également les devoirs. Nous sommes face à une jeune fille de moins de 15 ans mariée qui n'a aucune connaissance du sens couple, de construction d'un foyer, raison pour laquelle le législateur la protège. Mais ce genre d'individus, de personnages, de criminels, comme Sir Simon Goy, estime que lui peut mieux protéger cet enfant que la loi, en montant sur elle, en la chevauchant, en traitant son corps avec une légèreté blâmable, est mieux que ce que la loi prévoit. Madame le Président, la sanction doit être forte pour décourager ces prédateurs assoiffés de sexe et ces familles ayant des appétits financiers démesurés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière ces agissements? Des Simon Goy, de cet acabit, sont malveillants, pervers, pédophiles. C'est triste, mais c'est la réalité. Que de nos jours, il y a encore des familles pour la paludité devant leurs enfants. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ces pratiques traditionnelles cessent. C'est un fonds de commerce pour certaines familles. Un casier de bière, une liasse d'argent suffit pour livrer, pour céder, pour vendre son enfant. L'écrivain japonais Haruki nous dit ce qu'on appelle un viol ne cible pas uniquement le corps. Les violences ne prennent pas toujours une forme visible. Les plaies ne font pas toujours couler du sang. Que seront ces jeunes filles demain? Madame le Président, elles seront perdues, aigries, désorientées, désabusées et parfois recluses, avec un manque de savoir-vivre. Elles vivront toute leur vie avec ces blessures qui ne font pas couler du sang, mais qui resteront de marques indélébiles. Parce que des vieux coulants, voulant revivre leur jeunesse, auraient joué avec leur innocence. Madame le Président, que votre décision soit ferme. Le ministère public requiert que M. Simon Goy soit reconnu coupable du crime de viol sur mineur, tel que prévu à l'article 256 de notre code pénal. Vous allez le condamner à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Madame le Président, j'aurais aimé que la famille de la jeune Bélé Santé soit aussi inculpée pour complicité de viol sur mineur, afin que cela décourage plus dur et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Je vous remercie.
Maître Limba Linzozo Hilda pour la défense des intérêts de M. Simon Goy. Amour quand tu nous tiens. Oui. C'est le procès uni, celle de M. Simon Goy Bernard et de Mlle Elisandre. M. Simon Goy est épris d'un amour irrépressible pour la belle et jeune Sandrine, au point de porter sa cause devant la belle famille. Oui, il a voulu marquer son territoire, tel un lion dominant, le beurre d'être coiffé au coteau et perdre le César à l'origine de ses insomnies. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Cependant, il y a un bémol. Que M. Oualama Martin, honte de la dulcinée, a porté devant la place publique, s'érigeant en défenseur de l'avenir de sa nièce dont il percevait la fragilité. Sandrine a 14 ans. Mais Sandrine, victime de Cupidon, clame haut et fort l'hymne de l'amour réciproquement ressenti. Or, on le lui interdit, au prétexte qu'elle n'aurait pas l'âge. L'âge? Y a-t-il un âge pour aimer? L'amour n'a point d'âge. Il est toujours naissant, disait Blaise Pascal. Certes, Sandrine est une mineure, mais pas comme les autres. À vue d'œil, on lui donnerait volontiers 20 ans, et même plus. Ses courbes harmonieuses et son allure de femme fatale, sapristi, le Créateur n'a nullement lésiné sur le détail. Cette folie de rondeur ne laisse point de place à l'indifférence. Monsieur Simon Goy ne pouvait laisser passer la bête, eût-il été la bête. Il s'accroche au souvenir que sous nos cieux, en étant révolu, cette romance serait des plus naturelles. En effet, les épouses étaient choisies au berceau. L'alliance à venir se déterminait dès la naissance. Évidemment, la famille de Sandrine est conservatrice. Elle a reçu les présents apportés par M. Simon Goy et donné son accord à cette fréquentation, car le jeune homme pimpant, aux allures d'un bon parti et respectueux des traditions lui a fait bonne impression. Le passé pèse sur le présent. Le présent, c'est ce 21e siècle qui remet en cause cette pratique en brandissant la loi tel un coup près. C'est la raison pour laquelle M. Simon Goy se tient à la barre ce jour pour répondre du crime de viol sur mineur de moins de 15 ans. L'article 256 de notre code pénal, abondamment cité par l'accusation, tente de dissuader les récalcitrants à cette évolution socioculturelle. Il est surenchéri par l'article 261 lorsque l'acte est commis sur une personne mineure âgée de moins de 18 ans. Sandrine en a 14, selon ce que révèle son acte de naissance pour lui au Léa. Or, nul dans cette salle, je dis bien, nul ne peut nier le doute qu'inspire cette information cruciale à son procès lorsque nos regards aguerris se posent sur Sandrine debout devant nous en cette fin de matinée. Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je ne peux taire malheureusement cette question insidieuse qui montre à mes lèvres et qui t'arroge, je le sais, l'esprit de tout un chacun en ce lieu. A-t-elle réellement 14 ans? N'a-t-elle pas bénéficié d'une rectification d'âge? Cette interrogation fort légitime trouve sa source dans cette pratique encore monnaie courante et qui défraie toujours la chronique. Durant l'instruction à la barre, mon client a tenté de brandir face au fait qu'il accable le manque d'intention coupable. Il n'a jamais voulu causer du tort à Sandrine, ce qui est vrai, vu qu'il l'a courtisé selon les règles de l'art de l'os et coutumes. Le portrait d'un homme vilain
trouvant et assoiffé de sexe, décrit par la partie civile et le ministère public, le cadre point avec la réalité. Cet homme n'est pas dans cette salle. Regardez mon client, cela saute aux yeux. Que reste-t-il donc? L'amour. Un sentiment auquel nul ne peut résister. En marge du lévirat et du souverain posé par la contrainte. Mieux, un consentement encadré par les parents. L'amour, toujours l'amour. Hélas, dans sa course, M. Simangoy est rattrapé par la présomption du non-consentement du mineur de moins de 15 ans, de 18 ans selon notre loi. D'où Alex, c'est l'ex. Le principe de l'application stricte de la loi pénale tient son apogée. Et M. Simangoy, qui ne jure que par ses sentiments, pour Sandrine, s'en met pieds et poings liés dans les méandres de l'amour. Cette posture, à mon corps défendant, est la reine des preuves de sa consommation du fruit défendu. Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous jugez donc un amour. L'amour interdit, sous le prisme de la tradition et de la modernité. Monsieur Simangoy en a dorénavant conscience. À vous le soin d'apprécier son mea culpa. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous allons passer à la deuxième phase de notre cérémonie, l'instant du barreau. J'invite Monsieur le bâtonnier Patrice Montet à me rejoindre. Le bâtonnier Patrice Montet est le président de l'UNA, l'Union des avocats d'Afrique centrale. Le barreau du Gabon a décidé d'honorer et de témoigner sa reconnaissance à certains de ses membres, essentiellement les anciens bâtonniers et deux doyens de la profession. Le symbole de cette reconnaissance sera une médaille, une pierre, un objet qui sera remis à chacun d'entre eux. Monsieur le bâtonnier, je vous cède le micro. Merci, confrère. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les hautes et Madame les hautes personnalités du gouvernement de transition. Je vais donc satisfaire à cet honneur qui m'est fait en appelant Monsieur le bâtonnier François-Xavier Condorcet pour mettre Diop au son bureau. Le doyen Diop. Monsieur le doyen, au nom du barreau du Gabon, je vous remets pour le compte du bâtonnier François-Xavier Condorcet cette distinction qui couronne plusieurs années de profession. Vous ferez, n'est-ce pas, entremetteur du barreau du Gabon. Je vous remercie.
Monsieur le bâtonnier Norbert Issial, représenté par Maître Grace Chiele Undi. Merci. Alors, ma chère consoeur, c'est avec émotion que je remets ça. Je présente mon ami bâtonnier Norbert Issial. Si je n'avais pas l'occasion de le voir, où il m'en mettrait les très sincères et amitiés. Ensuite, monsieur le bâtonnier David Fouman Mengue, représenté par monsieur Serge Bertrand Abissolo. Enfin, bonjour. Alors, je réitère le même propos. David Fouman Mengue a lui transmettrait ses explications et salutations. Merci. Monsieur le bâtonnier Jean-Pierre Akongo Mouna, représenté par monsieur Andy Akongo. Je vais me répéter, voilà les pas très loin de l'école, nous connaissons tous, transmettez, bâtonnier Akongo, les amitiés. Merci. Alors j'invite maintenant mon excellent ami qui est derrière moi, le bâtonnier Lumin Doutoum. Mon cher Lumin, je te veux bien venir recevoir, et je le dis avec sincérité, ces dernières années, tu as fait l'honneur du barreau du Gabon, tu as fait l'honneur de notre sous-région. Nous étions encore à Liège au mois de décembre. Je suis très heureux de te remettre ce présent. Vraiment plaisir. Faites attention à ces chevilles, je vais pas te tenir le mot. Alors, j'appelle Maître Diop Ombero, doyen des avocats du barreau national du Gabon. Monsieur le doyen, être doyen est un privilège que tout le monde n'a pas. Alors, au bénéfice de ce privilège, je m'incline devant vous et vous remets au nom du barreau du Gabon ce présent bien mérité. Et puis j'appelle Maître Jean-Raymond Sassi Nikada. Mon cher confrère, recevez à votre tour ce présent. Mettez-le bien en évidence chez vous pour marquer la différence que vous faites avec les autres. Merci. Monsieur le bâtonnier Patrice Montet, le barreau du Gabon, par ma voix, vous renouvelle ses sincères remerciements. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, j'invite à présent Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Maître Raymond Ouarzima, pour son allocution de circonstances.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'Assemblée nationale de la transition, représenté par le vice-président, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle de transition, Monsieur le président du Conseil national de la démocratie, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le délégué spécial à la Cour de représenter, Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, Madame le Premier président de la Cour de cassation, Madame le commissaire général de la loi au Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les magistrats, Messieurs les bâtonniers, distingués invités en vos rangs d'égalité, mes excellents confrères, je m'associe au mot de bienvenue et aux salutations qui viennent de nous être adressées par mon excellent confrère, Maître Wenceslas André. Le barreau national du Gabon est fier de vous compter parmi nous en ce jour particulier. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, vous avez trouvé du temps dans votre agenda surchargé pour honorer les avocats à l'occasion de la cérémonie de l'entrée solennelle du barreau du Gabon, couplé avec son cinquantenaire. Veuillez accepter nos sincères remerciements. Monsieur le ministre de la Justice, Cardenis, vous nous voyez combien de joie, la joie de vous recevoir à la présente cérémonie. Votre présence rose l'éclat de celle-ci. Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, vous qui venez des barreaux amis, je m'en voudrais de ne point vous citer nos noms. Monsieur le bâtonnier Patrice Monté, président de l'Union nationale des avocats d'Afrique centrale. Monsieur le bâtonnier Claude Ouello, bâtonnier national du Congo-Brazzaville. Monsieur Moussa Kadaba, secrétaire de l'ordre des avocats de Cameroun, représentant le bâtonnier en exercice empêché. Mes chers confrères, vous qui avez spontanément abandonné vos charges pour répondre à une invitation arrivée un peu tardivement afin de témoigner tout votre soutien au barreau national du Gabon, je voudrais vous exprimer à mon tour ma profonde gratitude. À Monsieur le professeur Théodore, professeur titulaire des universités, ancien vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal, vous qui avez accepté de sortir de votre convalescence pour venir dispenser la leçon inaugurale de notre jolie scientifique. Veuillez trouver dans ces quelques mots notre infinie reconnaissance pour cette raison-là et pour bien d'autres. À tous mes confrères, membres du comité de l'organisation, vous qui avez délaissé vos cabinets et votre clientèle, vos revenus de famille, pour vous consacrer à la réussite de cet événement, je vous exprime, en mon nom propre, au nom des membres du Conseil de l'ordre, ma profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la tradition est pleine d'exigences. J'emploie aujourd'hui l'heureuse expérience après le renouvellement des organes de notre ordre. Je voudrais confesser, d'ores et déjà, toutes les imperfections que vous aurez constatées depuis le début de nos manifestations. La rentrée du barreau, c'est la fête de l'ordre. Et celle de cette année revêt une importance toute particulière, parce qu'elle coïncide avec le 50e anniversaire du barreau du Gabon. En effet, l'histoire de l'ordre des avocats du Gabon n'est pas bien connue du grand public, voire même de certains confrères. Ce cinquantenaire est donc l'occasion indiquée pour effectuer un bref retour historique sur la création de notre barreau national. Le barreau national a été institué par l'ordonnance 4072 du 17 avril 1972, laquelle a été rectifiée et remplacée par l'ordonnance 7972 du 2 octobre 1972, dont l'article 1er disposait: il est institué un barreau près la Cour suprême du Gabon. Les avocats inscrits à ce barreau exerceront leurs attributions tant devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême que devant toutes les autres juridictions. Ils auront seule qualité pour postuler, conclure et plaider dans toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et pénales. Fin de citation.
Si nous avons exprimé les textes, si nous avons su les textes qui ont institué le barreau national du Gabon, ceci n'indique pas comment on en est arrivé là. Le barreau national du Gabon doit son existence à un avocat, Maître Charles-Jean Vanoni, un confrère de nationalité française, qui, après sa formation d'avocat en France, décide de s'installer à Port-Gentil. À son décès, le 2 mars 1981, pour lui rendre un hommage appuyé, M. Léon Roger, ministre d'État chargé de l'orientation nationale, rédigea un témoignage en son honneur, dont je vous partage un extrait. Il faut dire qu'à l'époque de l'AUF, la profession d'avocat était peu connue. Il y avait seulement 2 avocats à Douala et 2 à Brazzaville. Au Gabon, la situation était différente. Le commerce du bois créait des litiges nombreux entre exploitants forestiers et acheteurs. Maître Vanoni, dès 1929, a occupé la première place parmi les avocats des Français. À la même époque, existait un tribunal à Libreville. Maître Vanoni se rendait au premier à Libreville, étant la capitale de l'AUF, le plus souvent par voie maritime. Plus tard, tout en conservant son étude à Port-Gentil, il devait ouvrir un cabinet à Libreville où il s'installait. En 1972, Maître Vanoni s'attelait à la carrière sur le barreau national du Gabon, qui devait voir le jour effectivement en 1974. Il en fut le premier bâtonnier, fonction qu'il exercera pendant 2 ans avec compétence et fermeté. Félicitations. Le bâtonnier Charles-Jean Vanoni est donc le fondateur de l'Ordre des avocats du Gabon. Depuis 1974, notre barreau national se déploie dans le pays avec des fortunes diverses. En 50 ans d'existence, il a connu 12 bâtonniers. Avec votre permission, je vais vous citer les 11 précédents. Maître Charles-Jean Vanoni, Maître Pierre-Louis Agonzo Okawe, le premier bâtonnier gabonais de l'histoire du barreau du Gabon, Maître Frédéric Julien, Maître Michel Kolou, Maître Séraphin Naoregogo, Maître François-Xavier Ondonzé, Maître Norbert Essial, Maître Fouman David, Maître Justin Dati, Maître Jean-Pierre Baron Moulina et Maître Libert Toutou. Aujourd'hui, le barreau du Gabon compte 140 avocats, dont 29 en fin de stage, répartis dans 112 études, cabinets associés et sociétés civiles professionnelles. Notre barreau compte également, en son sein et dans l'air du temps, une association de jeunes avocats, l'Union des jeunes avocats à la BG UJAL, dirigée actuellement par Maître Django Gomez Moretka. Dans quelques jours, le barreau du Gabon recevra le serment de 29 nouveaux stagiaires qui seront inscrits au petit tableau de notre ordre, ce qui portera le nombre d'avocats à 170. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur le ministre de la Justice, la rentrée du barreau, c'est la fête de l'ordre, mais c'est aussi l'occasion de vous présenter quelques doléances d'une part et d'attirer l'attention de tous sur certains dysfonctionnements et de suggérer des solutions pour améliorer l'administration de la justice en particulier et du pays en général d'autre part. Au titre des doléances, les avocats gabonais veulent faire de leur barreau un grand barreau, un barreau rayonnant. Cette ambition légitime n'est pas impossible si certaines conditions sont réunies. En priorité, le barreau national du Gabon doit être composé d'hommes et de femmes bien formés. Une bonne formation de l'avocat débute par la mise en place d'un système de recrutement objectivement cohérent et performant qui donne les mêmes chances à tous. Pouvons-nous affirmer que le recrutement de l'avocat, tel que nous le pratiquons aujourd'hui, est encore adapté au contexte actuel et aux enjeux futurs? Ce système de recrutement offre-t-il les mêmes chances à toutes les personnes souhaitant embrasser la position d'avocat en République gabonaise? Nous pensons que la réponse est négative. Pour y remédier, le barreau national du Gabon sollicite que l'École nationale des avocats, créée par la loi du 7 janvier 2015, puissant actuellement le cadre d'exercice de la position d'avocat en République gabonaise, devienne effective
par l'adoption du décret d'application prévu par le législateur à cet effet. Les 50 prochaines années de notre barreau devront se distinguer des 50 premières, car les enjeux et les impératifs sont différents. D'où la nécessité aujourd'hui d'une collaboration nouvelle à l'adéquation avec les impératifs de notre temps. Le barreau national du Gabon va continuer à progresser démocratiquement avec une ambition de développement vers l'intérêt du pays, car force est de constater qu'à ce jour, certaines provinces ne comptent aucun avocat installé sur place. Ce processus est inéluctable. Nous devons nous y préparer. Dans ce sens, l'encadrement objectif du système de recrutement ainsi qu'une école de formation des avocats devient incontournable. Sur cette question, fort heureusement, mes chers confrères, les récents échanges avec le ministre de la Justice ont allumé la lampe de l'espoir et le Conseil de l'ordre dans la tâche en vue de la concrétisation de ce projet dans les meilleurs délais. Notre barreau devra également institutionnaliser son mode de fonctionnement. En effet, il est très surprenant de constater que l'ordre des avocats du Gabon ne bénéficie pas d'une subvention de l'État pour accomplir la mission de service public qui a été confiée par ordonnance de 1912. Mes chers confrères, n'ayez pas peur. Cette subvention, inscrite dans la loi de finances, participera à la consolidation de l'indépendance de notre barreau, en ce que ce sera de faire dépendre la contribution de l'État aux activités des avocats des relations personnelles que les bâtonniers et les membres du Conseil de l'ordre pourraient entretenir avec les dirigeants. Le barreau national du Gabon devra en outre progresser dans son champ d'intervention juridique. Savez-vous en effet, mesdames et messieurs, que le contentieux fiscal a presque totalement échappé aux avocats pendant les 50 premières années, sans doute par silence de la loi ou par ignorance. Toujours est-il que les justiciables n'ont pas recours aux avocats lorsqu'ils sont cités devant la Cour des comptes, malgré le caractère très technique de ce contentieux. Il en est presque de même devant le Conseil d'État. À un délai moins, il est vrai. Mais la présence des avocats devant ces hautes juridictions demeure globalement insuffisante si on devait la comparer avec la Cour de cassation. En réalité, le caractère facultatif du ministère d'avocats devant ces hautes juridictions ne permet pas au barreau du Gabon de s'approprier ces importants contentieux, alors que sa présence, rendue légalement obligatoire, garantirait une meilleure protection des droits de la défense des justiciables ainsi qu'une meilleure qualité des décisions de justice. Au regard de ce qui précède, il convient, pour combler cette carence, d'initier une légère réforme des différents textes relatifs à l'organisation judiciaire, en y ajoutant un alinéa dont la rédaction est très simple. Je cite, le ministère d'avocat est obligatoire devant toute de haute juridiction en République gabonaise. Mes chers confrères, cette proposition de réforme a déjà été posée sur la table du gouvernement de la transition. Monsieur le ministre de la Justice s'est montré très réceptif. Il y a donc des raisons d'espérer une issue positive pour tous. En revanche, alors que tout se passait bien entre les avocats et la Cour de cassation, le barreau national du Gabon a été surpris de constater que la nouvelle loi organique du 5 juillet 2019 fixant l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire instituait un tableau de l'ordre des avocats près la Cour de cassation par son article 22 dont le contenu essentiel est le suivant. Seuls les avocats inscrits au grand tableau de l'ordre des avocats du barreau du Gabon depuis au moins 10 ans, je le répète, depuis au moins 10 ans, peuvent postuler ou plaider devant la Cour de cassation. Les avocats admis prêtent serment. Cette disposition, adoptée sans concertation avec l'Assemblée générale des avocats, est de notre point de vue sérieusement contestable pour 3 raisons essentielles. D'abord, elle est incohérente, en ce qu'elle contraint l'avocat à prêter serment 2 fois devant la même juridiction. En effet, pour exercer notre profession, l'avocat gabonais prête déjà serment devant la Cour de cassation lors de son inscription au petit tableau de notre ordre.
Ce serment l'autorise à assurer la défense des justiciables devant toutes les juridictions nationales. Il en a toujours été ainsi au Gabon. Souvenez-vous de l'article 1er de l'ordonnance 79-72 du 2 octobre 1972 sur-évoqué. Les avocats inscrits à ce barreau exerceront leurs attributions tant devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême que devant toutes les autres juridictions. Ils auront qualité pour postuler, conclure et plaider dans toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et pénales. Comment peut-on, mesdames et messieurs, alors justifier le serment qu'on lui impose à nouveau de prêter devant la même juridiction 10 ans après son inscription au grand tableau pour obtenir son aptitude à plaider devant cette cour? Manifestement, les inspirateurs de cette réforme ont voulu implanter chez nous un système bien connu ailleurs. Mais ils ont perdu de vue que dans ces pays-là, les avocats qui sont autorisés à plaider devant la Cour de cassation et le Conseil d'État ne plaident pas en contrepartie devant les autres juridictions de fond. Ensuite, cet article 22 est anachronique et inadapté au contexte actuel, car il fait défense à un jeune avocat de plaider devant la Cour de cassation nationale, alors que celui-ci est autorisé à plaider devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, juridiction communautaire de cassation du droit Rwanda et devant la juridiction de la CELAC. Cette disposition place ainsi l'avocat gabonais dans une situation de faiblesse comparativement aux avocats d'espace Rwanda, lesquels plaident régulièrement aussi bien devant la Cour de cassation nationale que devant les autres juridictions sans difficulté particulière. Enfin, cet article 22 est discriminatoire. Il viole la libre constitution d'avocat en ce qui contraint le justiciable à se séparer d'un avocat qui assurait efficacement sa défense depuis la première instance et en qui il avait entièrement confiance. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, certes, nous voulons réformer notre barreau, et notamment ces textes, afin de les adapter aux impératifs futurs. Mais toutes les réformes entreprises, sans concertation avec les avocats, ne présagent rien de bon. Certaines d'entre elles peuvent aboutir à des dispositions avocaticides. À cet égard, l'article 64 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle en est une illustration éloquente. Son alinéa premier dispose ce qui suit. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un conseil de leur choix, pris parmi les avocats inscrits au grand tableau, justifiant une ancienneté d'au moins 15 ans, de moralité exemplaire et n'ayant jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il ressort de celui-ci deux critiques essentielles. En premier lieu, sur l'ancienneté du délai de 15 ans. Savez-vous, mesdames, messieurs, que pour plaider devant le Conseil constitutionnel français, l'avocat français doit faire la preuve qu'il exerce sa profession depuis au moins 3 années. Alors qu'on exige à l'avocat gabonais en réalité 18 années d'exercice et 3 années de stage inclus pour plaider devant la Cour constitutionnelle du Gabon. Savez-vous que dans de nombreux pays au sud du Sahara, et je parle sous le contrôle de nos confrères, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et j'en passe, aucune condition particulière n'est exigée aux avocats pour plaider devant la haute juridiction constitutionnelle en dehors de leur inscription au tableau de l'ordre. Comment pouvons-nous justifier cette place, cette situation qui place l'avocat gabonais derrière sa classe en la matière? Comment pouvons-nous justifier cette situation qui place l'avocat gabonais derrière la classe en la matière? Et cette curiosité ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs, car lorsqu'il aura atteint les 18 années exigées, l'avocat gabonais devra encore faire la preuve de ce qui n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Mesdames et messieurs, c'est un des invités. Les avocats s'interrogent sur la pertinence de cette disposition.
Et pour cause, un avocat sanctionné par son ordre a purgé sa peine, peut être autorisé à reprendre ses activités par son ordre. Pourquoi se trouve-t-il radié à vie de la Cour constitutionnelle en raison des sanctions antérieures déjà purgées? D'ailleurs, qui a le pouvoir de sanctionner les avocats en dehors de l'ordre des avocats? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que cet alinéa ne fait aucune distinction dans la hiérarchie des sanctions, alors que celles-ci peuvent aller du simple rappel à l'ordre à l'arrestation. En l'espèce, dans la rédaction actuelle de cet article, n'importe quelle sanction, même un rappel à l'ordre ou un avertissement, suffisent à interdire à l'avocat gabonais de plaider devant la Cour constitutionnelle jusqu'à la fin de sa carrière. Cet alinéa premier est indiscutablement préoccupant pour l'ordre des avocats du Gabon, autant d'ailleurs que son alinéa 2, qui dispose les parties peuvent se faire représenter ou assister par toute autre personne par elle mandatée. Au sens de cet alinéa 2, toute personne non juriste peut représenter devant la Cour constitutionnelle un justiciable qui l'aurait mandaté sans avoir à rechercher ni son expérience professionnelle, ni sa moralité, ni ses antécédents judiciaires. Ce mandataire, mon avocat, peut plaider plus facilement devant la Cour constitutionnelle que l'avocat gabonais. Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que les dispositions subventionnées affectent gravement l'ordre des avocats du Gabon. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole est à observer. Le 30 août 2023, les plus hautes autorités de l'État ont pris l'engagement de rendre aux Gabonais leur dignité. Le barreau national demande qu'on lui rende sa dignité en abrogeant purement et simplement toutes ces dispositions dénigrantes et avocatiques. Je vais le répéter. Le barreau national du Gabon demande qu'on lui rende sa dignité en abrogeant purement et simplement toutes ces dispositions dénigrantes et avocatiques. Sur un tout autre plan, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez été destinataire du rapport relatif aux conditions de vie des détenus en milieu carcéral, récemment rendu par le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture. Selon le chef de cette mission policière, je vais le citer, le Gabon doit s'attaquer de toute urgence à la surpopulation et aux horribles conditions dans les prisons et les lieux de garde à vue, afin de mettre fin au traitement dégradant infligé aux personnes en détention. La principale cause de cette surpopulation est le recours systématique à la détention provisoire et sa durée excessivement longue. Fin de citation. Monsieur le ministre de la Justice, le prisonnier ne perd pas ses droits fondamentaux élémentaires parce qu'il est en incarcération. La population carcérale est pléthorique. La prison de Libreville, conçue pour accueillir 400 personnes, faute de mieux, enferme actuellement plusieurs milliers de détenus. Cette situation n'est plus acceptable. Le peuple s'est encore sinistre, malgré sa privation de liberté, réclame le droit d'avoir de meilleures conditions de vie en prison. J'aimerais le vœu que nous allions ensemble, vous et nous, rencontrer le peuple de Gros-Bouquet, la population de sans-famille, pour toucher le droit, la misère, l'horreur, l'indignité et l'humanité oubliée de ce lieu. Visitons ensemble les prétendues prisons de la prison, ces cellules noires dans lesquelles on ne peut distinguer ni le jour ni la nuit, dénoncées régulièrement par d'anciens détenus, sans que jamais on ait déjanté d'enquête pour vérifier leur existence. Il faut désengorger la prison. Il faut faire avancer les procédures, les enquêtes et faire juger les affaires. Monsieur le ministre de la Justice, au cours de votre récent point de presse, vous avez parfaitement identifié la problématique. Et je vous ai suivi. En effet,
La surpopulation de la prison concerne majoritairement les détenus préventifs. Savez-vous que certains détenus totalisent aujourd'hui une durée de détention qui est supérieure à la peine maximale légalement prévue pour la faute qu'ils auraient commise? Des sessions criminelles révèlent chaque année des détenus préventifs de surcroît acquittés à l'issue de leur audience, mais qui étaient en détention depuis près de 10 ans. Étaient en détention depuis près de 10 ans et qui sont acquittés. Il nous faut, pour l'avenir, inverser la tendance en arrêtant le recours systématique à la détention préventive et surtout se rappeler qu'elle est une exception à la liberté provisoire. En revanche, pour les détenus actuels, nous proposons la création d'une commission nationale spéciale pour étudier au cas par cas la situation de chaque détenu préventif. À cet égard, nous saluons la récente révision du Code de procédure pénale instituant le juge des libertés, appelé depuis plusieurs années par le Barreau national du Gabon. Son rôle dans cette mission sera d'un apport indéniable. Celui qui poursuit ne peut pas être celui qui décide la liberté. Lorsqu'on est en prévention, je suis convaincu qu'en procédant ainsi, de nombreux détenus oubliés depuis fort longtemps retrouvent la dignité, la vie et la lumière de notre quête à tous. Plus proche de nous et plus simple à gérer est la situation des détenus placés en détention préventive selon la procédure de flagrant délit l'année dernière et qui n'ont pu être jugés en raison de la grève déclenchée par le syndicat national des magistrats du Gabon, SINAMAG, le 19 décembre 2022. Cette grève, quelque pertinente ou légitime qu'elle pu l'être, ne s'est pas déroulée conformément à la loi, en ce qu'elle n'a pas respecté le service minimum exigé. En effet, il est évident qu'un service minimum limité aux instances référées au déferlement par le progrès de la République n'est pas conforme à l'aide et à l'esprit de la loi sur le droit de grève dans notre pays. En procédant comme il a fait, le syndicat national des magistrats s'est octroyé une année judiciaire durant des vacances rémunérées pour lui-même et pour ses membres, rendant irrégulières toutes les procédures de flagrance initiées par le ministère public ainsi que les détentions préventives qui en découlaient, en même temps qu'il paralysait 560 personnes, 560 familles africaines rattachées aux 112 études d'avocats qui observaient ce spectacle désolant dans un silence respectueux malgré leur souffrance. Magistrats, avocats, huissiers et plus généralement tout personnel des carrières judiciaires qui ne respectent pas la loi, ce n'est pas beau et cela sonne faux. Mesdames et messieurs du bureau du cinéma, permettez-moi de reprendre à mon compte votre slogan « Une année judiciaire blanche au Gabon, plus jamais ça ». On va le répéter, plus jamais ça. Mesdames et messieurs, je voudrais par ailleurs évoquer les nouvelles entraves pratiques à l'exercice de notre ministère d'avocat. Il s'agit de la libre communication entre l'avocat et son client en détention préventive d'une part, et l'exercice illicite de la profession d'avocat par la profession voisine d'autre part. En effet, le droit pour un avocat de communiquer avec son client en détention est garanti par la loi. Pourtant, il se heurte à quelques difficultés. La libre communication de l'avocat avec son client est subordonnée à l'accord du directeur de la prison. Alors pourtant, dans sa qualité d'officier de police judiciaire, il doit exécuter la décision prise par le juge d'instruction d'autoriser l'avocat à communiquer avec son client. La mention accord à poser sur le permis de communiquer constitue donc un défi à notre hiérarchie, puisqu'elle signifie que le directeur de la prison se réserve le droit de refuser d'exécuter une décision de juge d'instruction. En outre,
Les avocats constatent, pour le déplorer, que certains soucis des conseils juridiques accomplissent les actes de la proposition. Certains sont ce qu'on appelle les maîtres, alors pourtant qu'il s'agit d'une appellation légalement contrôlée. Les conseils juridiques veulent me porter la parole. Et que dire des personnes qui exercent la qualité d'avocat que l'on ne leur reconnaît pas? Le barreau national du Gabon sollicite l'intervention des plus hautes autorités pour recadrer les indisciplinés, car selon nous, Confucius nous enseigne que la discipline est la forme des ordres. Pour que la cité marche bien, il faut que chacun reste à sa place et tienne à sa place le rôle qui lui est assigné. Fin de citation. À vous, mes chers confrères, mes excellents confrères, vous êtes de très bons avocats et tout le monde le sait. Je voudrais attirer cependant votre attention sur des comportements déviants observés ces 20 dernières années. Les noms des avocats ont tendance à être souvent cités en qualité de justiciable dans certaines procédures pénales qui affectent l'honorabilité de notre profession. Le détournement, l'abus de confiance, l'escroquerie, la corruption, le blanchiment de capitaux, même le faux en usage de faux. Certains d'entre nous continuent à être auditionnés en catimini par style dans ce pays de verre par les unités de police judiciaire. Tout cela doit cesser, et cela doit cesser maintenant. Les difficultés et les vicissitudes de la vie ne peuvent pas tout justifier. Notre donneur d'ordre, c'est la loi. Notre foi, c'est notre cerveau. Restons propres, ne tâchons pas nos robes. Suivons la voie de nos anciens. Suivons la voie de nos anciens, ceux qui nous ont précédés. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, depuis le 30 août 2023, le Gabon, notre pays, traverse une période de transition décrétée par le comité pour la transition et la restauration des institutions. C'était permis. Le barreau national du Gabon réaffirme sa disponibilité à accompagner techniquement et juridiquement notre pays dans ce processus. Je formule le vœu que le dialogue national qui va débuter sous peu aboutisse à des règles équitables qui offrent les mêmes chances. Qui offrent les mêmes chances à tous les Gabonais, y compris aux gens de ce pays. Je souhaite que ce dialogue se prononce avec fermeté en faveur de la libération de toutes les personnes qui avaient été placées en détention à travers l'opération Scorpion. Nous sommes tous aujourd'hui édifiés sur ce dossier. L'appareil judiciaire de notre pays ne doit pas être un instrument de règlement de compte, car pour citer Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on observe à l'ombre des lois et avec la couleur de la justice. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec la couleur de la justice. Fin de citation. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans remercier mes confrères du barreau national du Gabon qui ont décidé par 2 fois de porter ma modeste personne à la fonction patronymique de notre ordre pour, d'une part, affirmer leur indépendance et d'autre part, pour rappeler à tous que le barreau de l'ordre des avocats est désigné par les avocats eux-mêmes. Oui, mes chers confrères, veuillez trouver ici l'expression de ma profonde gratitude. À titre personnel, je voudrais remercier tout le monde du Conseil de l'Ordre qui m'accompagne chaque jour par des conseils et orientations afin de prendre les meilleures décisions pour notre ordre. Je voudrais également remercier Maître Pierre Francis qui avait pris le risque de me recevoir dès le 2 septembre 2004 à son étude et a proposé mon inscription au petit tableau à un Conseil de l'Ordre dirigé à cette période par le bâtonnier Jean-Pierre Bourgogne. Veuillez accueillir mes chers confrères aînés. Ici, l'expression de ma profonde reconnaissance. Je voudrais enfin remercier ma famille biologique, laquelle, par un heureux hasard, il est vrai, est hautement représentée ce jour par quelqu'un qui m'a presque tout appris,
même le karaté. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole préalable observé, en espérant n'avoir pas été inutilement long, je vous remercie d'avoir répondu aussi massivement à l'invitation de la République. À présent, j'invite très respectueusement Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à bien vouloir prononcer son allocution de circonstance. Excellences, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la transition, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Madame le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Madame le Commissaire général, Madame le Conseil d'État, chers invités, je voudrais, Monsieur le Président du Conseil national de démocratie, je peux oublier l'un des plus anciens, c'est un plus ancien à tenir en vie. Donc je voudrais effectivement m'honorer de l'invitation qui m'a été faite par le baron du Gabon de venir commencer ce discours devant cette auguste assemblée à l'occasion du 50e de leur création et de la rentrée solennelle du numéro du Gabon. Je vais préparer un discours. Évidemment, il n'a pas pu se faire, mais je pense que, croyant que je suis commandé à chaque chose, malheur est bon, tout ce que Dieu fait est bon, parce que, après le grand plaidoyer fait par Monsieur le bâtonnier, parce que ça ne laisse pas indifférent, Monsieur le bâtonnier, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais être court. Le ministère de la Justice, dont j'ai la charge, se réjouit d'abord d'une première chose, de la sérénité retrouvée au sein du barreau du Gabon. À mon arrivée au sein de ce ministère, c'est l'un des premiers dossiers que j'ai eu à gérer. En tant que ministre de la Justice, je ne suis pas, je dirais que je n'ai pas la tutelle du barreau du Gabon. Le barreau, ce sont des avocats, c'est une profession libérale. Et il ne me devait pas, à moi, en tant que ministre de la Justice, m'immiscer dans les affaires du barreau, même si la loi, en certaines occasions, me permet de dire ou de faire certaines choses. Mais en l'occurrence, le problème qu'il y avait au sein du barreau nécessitait que les avocats eux-mêmes se saisissent de la loi pour régler le problème du barreau. Et c'est ce qu'ils ont fait, et j'en suis bien heureux. Aidés par eux-mêmes, aidés par d'autres. Aujourd'hui, nous avons un barreau au Gabon, et je suis, en allant un peu à gauche, à droite, au nord du Gabon, je suis bien heureux de voir qu'on parle maintenant du Gabon avec un barreau, alors que dans les réunions auxquelles j'assistais précédemment, ce problème était à chaque fois retourné. Monsieur le bâtonnier, c'est une bonne chose que vous puissiez aujourd'hui représenter le barreau du Gabon, et nous nous en réjouissons. Ensuite, je voudrais dire que j'ai entendu ce message que vous avez passé, la grande plaidoirie que vous avez faite. Je ne fais pas de réquisitoire. Je ne représente pas le ministère public cette fois. Donc, je voudrais simplement dire la chose suivante. Tout ce que vous avez évoqué comme problème sont des problèmes, effectivement, qui sont connus. Ce sont des problèmes évoqués vers celui au nom de qui je parle aussi aujourd'hui. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la transition, président de la République, chef de l'État,
le général de brigade Brice-Clotaire Olégué Nguema, qui est parfaitement au courant de tous les problèmes posés dans l'administration de la justice. Et l'administration de la justice passe aussi par les auxiliaires de justice que vous êtes, avec tout ce que vous avez effectivement posé comme problème. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, la formation. La formation, effectivement, M. Bâtonnier, M. le Premier ministre, c'est un problème important. Parce que nombre d'avocats qui arrivent, n'est-ce pas, dans le barreau, pour certains, sortent de l'université et vont directement dans les cabinets d'avocats. Et en fait, c'est à l'issue d'une période de stage qu'ils deviennent par la suite avocats. Mais est-ce suffisant? Surtout que la loi sur les avocats, tout à l'heure évoquée par le bâtonnier, traite justement de cette question de la formation des avocats. Et je pense que c'est quelque chose de très important qu'il va falloir mettre en place le plus rapidement possible. Tout à l'heure, l'engagement a été pris devant le chef de l'État, le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour que nous puissions arriver à le faire, et nous allons le faire. Et tout à l'heure, c'est le bâtonnier maître Patrice Monté qui faisait état de ce que une école au niveau de la communauté des États d'Afrique centrale serait effectivement quelque chose de bien. Alors, M. Bâtonnier, je disais, soyons plus ambitieux qu'une école de formation des avocats au Gabon. Faisons au Gabon une école justement de formation des avocats de la communauté des États d'Afrique centrale. Donc, il faut effectivement prendre cet engagement, travailler à cela. Et je pense que ce n'est pas le plus difficile, c'est la volonté simplement qu'il faut. Évidemment, un peu de moyen. Donc, le Premier ministre est là, il nous a entendus. Donc, il nous faut effectivement prendre cet engagement. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons entendu tous les problèmes qu'il y a concernant le barreau. Mais vous avez bien fait de le dire, parce que si vous ne l'aviez pas dit, je l'aurais dit. Vous avez effectivement fait le plaidoyer de ce que veulent les avocats, mais c'est aussi les comportements. Les comportements. Vous les avez évoqués tout à l'heure. Parce qu'il peut être qu'on veuille quelque chose, qu'on veuille redorer la dignité, en fait, le blason de la profession d'avocat. Mais c'est aussi les avocats eux-mêmes de respecter, en fait, ces règles du jeu. Parce que nombre d'avocats s'en écartent. Ils s'en écartent pour le goût du lucre, pour l'enrichissement rapide et illicite. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'une chose est de vouloir quelque chose pour soi, autre chose est de pouvoir respecter la loi jusqu'à son terme, jusqu'au bout. Et ça, au niveau de la magistrature, puisque c'est la magistrature qui règle ces problèmes-là, eux aussi, ils ont des problèmes au niveau de la magistrature. Donc, chacun de nous doit pouvoir faire attention à cela. Donc, certains ont été, je dirais, traduits devant les tribunaux, condamnés. On en a fait un problème ou des problèmes, mais il faut savoir sanctionner. D'abord, au niveau de l'ordre. Monsieur le bâtonnier, vraiment, je voudrais vous exhorter à ça, parce que je n'ai pas d'injonction à vous faire. Mais vraiment, je voudrais vous exhorter à cela. Soyez très exigeant sur le respect de l'éthique. Vraiment, soyez très exigeant sur le respect de l'éthique, parce que beaucoup de vos confrères manquent de respecter l'éthique. Et c'est pour le blason de votre profession. Et j'ai été heureux, nombreux ici ont été heureux d'écouter, en fait, les exercices qui ont été faits, parce que ça nous ramène, en fait, à comprendre parfois les difficultés qu'il y a à rendre la justice. Vous avez des affaires complexes. Et comment doit-on juger sur ce type d'affaires? Et pour moi, c'est un exercice qui est très important, qui est très intéressant, qu'il va falloir peut-être, je dirais, faire en grandeur nature, de manière dépassionnée, pour que les gens comprennent. Dernièrement, je recevais, vous étiez là, le groupe de travail qui a travaillé aux conclusions du symposium pour les rendre en politique publique et autres. Et je l'ai dit, la formation, c'est quelque chose d'important, et surtout, faire de la pédagogie pour apprendre à
à nos concitoyens ce qu'est la justice. Parce que je l'ai dit, je le dis ici, comme je l'ai dit à ce moment-là, la justice pour moi, gabonaise, elle est fiable. Je le dis sans rougir. Elle est fiable. Pourquoi elle est fiable? Parce qu'il y a des personnes qui ont été formées. Ce sont des Gabonaises et des Gabonais qui ont été formés, qui sont allés dans des écoles, qui rendent la justice aujourd'hui. Seulement, la justice est malade, elle est fiévreuse, effectivement, d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'il va falloir régler. Il va falloir les régler, c'est le cas pour la magistrature, c'est le cas pour le barreau, c'est le cas pour les greffiers, c'est le cas pour toutes les autres professions qui font la justice. Et nous avons effectivement un gros chantier. Nous avons un gros chantier et je demanderai simplement à être aidé par les magistrats, par la Cour constitutionnelle, par tous ceux qui ont effectivement à administrer la justice, parce que nous avons besoin de cela. La stabilité de notre pays ne tiendra que parce que nous aurons une justice pour les Gabonais et qui rendent la justice au nom du peuple gabonais. Réellement au nom du peuple gabonais et non pas pour des intérêts particuliers. Parce que trop souvent, on a effectivement ces cas de la justice qui se rend au nom des intérêts particuliers. Voilà, je ne voulais pas dire grand-chose, mais vous m'avez emmené effectivement à devoir m'étendre un peu, parce que je suis heureux effectivement de me retrouver auprès de vous. Là-dedans, c'est une nombreuse famille que j'ai dans cette ordre, dans cette profession. Vous voyez, les plus jeunes, les moins jeunes avec qui on a effectivement géré certaines affaires, mais aussi pour lesquels nous avons des relations particulières, personnelles, même ceux qui viennent du Congo, ceux qui viennent du Cameroun. Donc voilà, nous sommes heureux d'être avec vous. Monsieur le Premier ministre, voilà un peu ce que je peux dire à l'issue de cette cérémonie du 50e du barreau du Gabon. Et je vous souhaite effectivement que tous ceux qui ont dit pour le plaidoyer que le bâtonnier a fait, pour ce que nous-mêmes nous savons, que nous puissions effectivement prendre le taureau par les cornes pour que leur dignité, la dignité de la justice, parce que la même chose doit être faite à l'endroit des magistrats, pour que nous puissions avoir quelque chose de cohérent dans notre pays. C'est le rôle que nous nous sommes assignés à travers la feuille de route transmise par le président de la République. Donc nous allons nous appuyer à cela et faire des choses correctement dans notre pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre cérémonie tire à sa fin. Nous vous invitons à présent à vous diriger vers l'esplanade de la Maison de l'Avocat pour l'inauguration de la bibliothèque baptisée Marlise Isembe. Marlise Isembe a été la première femme avocate inscrite au barreau national du Gabon. Elle a également été la première femme à occuper les fonctions ministérielles au Gabon. En qualité de secrétaire d'État, d'abord à la présidence de la République, chargée de l'éducation populaire, puis elle a été secrétaire d'État en charge du commerce et l'industrie, et enfin, secrétaire d'État chargée de l'éducation populaire et la promotion féminine. Donc, comme je le disais tantôt, nous vous invitons à vous diriger vers l'esplanade de la Maison de l'Avocat et nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. Mesdames et messieurs, veuillez me suivre.
Veuillez me suivre, on va se diriger vers l'escalade de la maison d'avocat. Merci.